ils vont vous produire un travail de la qualité de 200. Vous n'avez pas voulu de 500, il va vous donner de 200. Quand vous dites non, 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 est-ce qu'on ne peut pas aller à 100, il va dire même à 100, je vais vous rendre le même service. Mais le service descend. Et dans l'enseignement, c'est pareil. L'enseignant se plaint, l'enseignant veut avoir autant. Vous dites non, au lieu de 500, je donne 300. Ou je donne 200. L'enseignant va accepter. On comprend. On est en guerre, on est en ceci, on est en cela. Mais l'éducation, plus vous éduquez la nation, plus vous évitez même la guerre. Parce que, vous savez bien, en ouvrant une école, vous fermez 15 prisons. En ouvrant une école, même une école maternelle, vous fermez directement 15 prisons. Quand vous allez ouvrir 2 écoles, vous allez fermer 30 prisons, et ainsi de suite. Mais si les enfants qui devaient étudier n'étudient pas, vous allez les trouver dans la rue et dire à l'enfant de porter peut-être une petite charge. On peut dire à l'enfant de fermer la porte. Ouais, ce sont des choses qu'on apprend. Parce que sans apprentissage, cet enfant ne peut pas savoir que ma vie dépend des autres et les autres aussi dépendent de ma vie. Alors, déjà là, la formation a une place au niveau familial. Alors, quand on quitte ce cercle familial, tout ce que vous allez accepter, il va dire, bon, moi je ne vais pas aller en grève, je ne vais pas aller sous la rue, me faire tuer bêtement, mais je rends ce service de 200 ou de 100. Alors, pour éviter ça, il faut donner à l'enseignant ce qu'il demande. Il faut le mettre dans de bonnes conditions. Nous avons des bons enseignants, nous avons des bonnes institutions universitaires qui forment des enseignants de qualité. Il faut le voir quand on les voit travailler avec une bonne conscience au pays, ou bien quand ils vont travailler ailleurs, ils sont appréciés. Mais pour maintenir cette appréciation-là, il faut payer ces enseignants très bien. Il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire, il faut leur donner un bon salaire, il faut leur donner le logement convenable. Et là, ils vont nous rendre service. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes en direct depuis les États-Unis d'Amérique et nous serons en contact avec Kinshasa. Dans ce nouveau numéro de votre magazine, Wangila Connect, en connexion entre Kinshasa et Dallas, nous avons le réel plaisir de recevoir le professeur Simkilosho Kabale, libraire, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, ainsi que professeur des universités. Et notre magazine de ce jour a pour thème « L'éducation peut transformer les vies ». Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'éducation peut transformer des vies? Selon l'UNESCO, l'éducation est un outil qui permet de transformer les vies. Ainsi, la grande question que nous pouvons nous poser, comment l'éducation peut transformer les vies des personnes et promouvoir à la construction d'une société épanouie. Quelques chiffres clés sur l'éducation et nous tirons les statistiques du site officiel de l'UNESCO. 70% des pays allouent moins de 4% de leur PIB à l'éducation. 763 millions d'adultes ne disposent pas de compétences de base en alphabétisation. 69 millions d'enseignants doivent être recrutés pour atteindre l'éducation pour tous en 2030. 244 millions d'enfants et de jeunes sont déscolarisés à travers le monde. Sans plus tarder, passons à notre entretien exclusif avec le professeur Simkilosho Kabale. Professeur, comment allez-vous? Nous sommes là, nous sommes en vie.
et nous exerçons notre métier. Quelles sont les nouvelles de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Nous vendons les livres, nous recevons les clients, nous servons les clients et les livres sont là. C'est que dans l'ensemble, nous allons bien. Nous allons débuter cet entretien avec un tout premier point, allouer plus de moyens dans l'apprentissage et la formation. Professeur Simkilo Chokabale, quelle est la place de l'apprentissage et de la formation dans l'épanouissement de la vie d'une personne? Bon, la formation, l'éducation, l'enseignement sont très utiles dans la formation d'un individu. Parce que vous savez que quand un individu naît, quand un enfant naît, il ne connaît rien de ce monde. L'enfant grandit petit à petit et atteint un certain âge. Et la société a déjà prévu, pour que l'enfant puisse être accepté dans la société, il faut qu'il ait une formation dans cette société-là. Donc, une formation de base est requise pour qu'un enfant soit accepté dans une société. Or, qui fait ça? L'éducation commence par la famille. Donc l'éducation de base commence en famille. Les parents apprennent aux enfants non seulement la langue, mais aussi des petites habitudes, comment se comporter à la maison, comment demander ceci ou cela, comment présenter des excuses, comment demander quoi que ce soit. Les enfants apprennent des petites habitudes petit à petit. Les enfants apprennent même la langue. C'est pourquoi on parle de la langue maternelle, la langue qu'on apprend de sa maman. Parce que la maman est la première éducatrice, les parents aussi. Et il y a beaucoup de normes qu'on apprend aux enfants, beaucoup de normes morales, éthiques, et comment l'amener dans une société. Et chaque famille se bat, chaque famille fournit des efforts pour que l'enfant qui naît puisse quand même être utile à la société. Aller dans la société, c'est déjà loin. On commence par la famille. On peut déjà envoyer l'enfant prendre de l'eau. On peut dire à l'enfant de porter peut-être une petite charge. On peut dire à l'enfant de fermer la porte. Ouais, ce sont des choses qu'on apprend. Parce que sans apprentissage, cet enfant ne peut pas savoir que ma vie dépend des autres et les autres aussi dépendent de ma vie. Alors, déjà là, la formation a une place au niveau familial. Alors quand on quitte ce cercle familial, l'éducation sera encore très utile quand l'enfant va sortir de sa maison, se familiariser avec les enfants des voisins et les enfants du quartier. Et petit à petit, on va quitter le quartier, on va maintenant à l'école. À l'école, l'éducation s'accompagne maintenant avec l'enseignement. Parce qu'il y a des matières, que l'école a déjà prévues. À partir de l'école maternelle, de l'école primaire, de l'école secondaire, il y a des matières qui sont déjà bien préparées pour les enfants. On a bien étudié ces matières-là, on a pu disposer, on a pu arranger de telle sorte que l'enfant qui est inscrit en maternelle peut déjà avoir un petit bagage, des petites notions, comment écrire les chiffres, comment s'exprimer, comment s'adapter à l'alphabet. Oui, par exemple ici, là ce sont des leçons de l'écriture, comment écrire. Bon, apparemment, dès le premier âge, ça paraît comme un jeu. L'enfant apprend à écrire 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est déjà une notion importante dans les comptages. Mais aussi l'alphabet, l'écriture, petit à petit. Et puis, on commence à apprendre à l'enfant des mots qu'il peut utiliser dans son environnement. Et petit à petit, l'enfant passe de l'école maternelle à l'école primaire. Là, il y a maintenant des lectures, des leçons de vocabulaire, l'éducation civique, l'éducation morale, les calculs, les français,
je ne sais pas, les langues autochtones. Et petit à petit, cet enfant-là a déjà un certain bagage. Et on va varier. Celui qui apprenait de simples leçons d'écriture, il va apprendre maintenant les leçons d'histoire. Ça va? Allez, ça c'est histoire 7e. On dit non. Ici, il y a l'histoire des 6e. Ici, des 7e. Des 8e. Alors, maîtriser l'histoire de telle époque à telle époque. Vous voyez que ce qui a commencé comme une petite blague, pas une petite blague, comme une petite préoccupation familiale, devient petit à petit préoccupant et ça concerne maintenant la nation. Alors on va apprendre maintenant à l'enfant les métiers, on lui apprend les savoir-vivre en société, on lui apprend la religion, on lui apprend beaucoup de choses, beaucoup de matières pour d'abord l'aider, pour les transformer. Et une fois que cet enfant a déjà accumulé toutes ces connaissances-là, il devient utile. Comme nous avons dit d'abord en famille, on quitte la famille, on a vu les quartiers, on a vu sa société proche, mais demain, il devient responsable. À l'école secondaire, il se familiarise déjà avec d'autres enfants. Des enfants qui viennent des différents coins du pays et même de l'étranger. Et avec l'âge, il devient un citoyen qui a une certaine maturité. Il va apprendre des notions complexes, des métiers complexes. Et voilà comment l'école a pu produire un bon citoyen pour la nation. Et pas seulement pour sa nation, pour l'humanité. Donc l'école, l'éducation, l'enseignement sont des moyens que la société a déjà prévus, je dis que la société a déjà investi dans ces programmes-là pour la formation complète de l'homme. Et c'est très utile parce qu'une fois que nous avons autant d'enfants bien éduqués, autant d'enfants bien formés, bien transformés, parce que on transforme, l'éducation transforme, parce qu'on a d'abord des connaissances, des bases qui ne sont pas solides, mais avec le temps, ces connaissances-là nous transforment et nous devenons quand même des personnes raisonnables. C'est ça le rôle de l'école. Comment peut-on allouer plus de moyens dans l'apprentissage et la formation? Allouer des moyens pour l'apprentissage, c'est d'abord l'État. C'est l'État, le gouvernement qui doit allouer des moyens. Et l'État ne manque pas de moyens parce qu'il y a des budgets. Il doit y avoir un budget, il y en a d'ailleurs, un budget de l'enseignement. Ces budgets-là concernent l'alphabétisation, concernent l'enseignement des bases, l'enseignement qu'on appelle l'enseignement des bases, l'école primaire. Parce que l'école primaire, c'est une obligation. L'État doit former, doit alphabétiser ses enfants. L'école secondaire, pareil, on doit amener des connaissances secondaires. L'université, c'est un luxe. L'État n'est pas obligé d'amener tout le monde à l'université. Parce que l'État a déjà joué son rôle en responsabilisant les adultes pour former les enfants à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire. À l'université, c'est un luxe familial. C'est un luxe personnel. C'est quelqu'un qui dit, bon, ok, j'ai déjà eu telle formation, je voudrais devenir, je ne sais pas, docteur, ingénieur. Là, c'est une affaire de la famille. Mais entre-temps aussi, l'État a toujours un œil braqué sur ça. L'État doit voir comment ces citoyens sont formés, comment ces citoyens sont transformés, ou bien éduqués, ou encore comment ils se préparent à la vie, comment on les prépare à la vie, comment l'école a pu concevoir des matières, des programmes pour la formation de ces citoyens-là. L'État voit. Et l'État, bien sûr, que ce soit à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, toujours l'État prévoit un budget pour ça. C'est encore l'État qui revient parce que l'État doit prévoir le budget dans tout. Et maintenant, comment pouvons-nous contribuer aussi à ça? Comment moi, personnellement,
je peux contribuer à ce budget-là, mais je dois payer l'impôt. Quand l'État me demande de payer l'impôt, je dois sortir mon argent. Je dis, ok, cet argent de l'État va nous aider. Hein, à cause de cet argent, demain ou après-demain, nous aurons des bons citoyens. Je dois donner. Quand on me demande de donner, je dois donner. Quand on me demande l'impôt, tout citoyen devait normalement payer l'impôt parce que c'est l'argent que l'État utilise pour diverses raisons. Quel doit être le rôle de l'État dans la mise en œuvre des moyens de l'apprentissage et de la formation? Bon, l'État doit être objectif. C'est que l'État connaît bien les nombres de la population. Hein? Tout gouvernement sait que cette année, nous avons autant de jeunes à former, on a eu autant d'enfants nés dans ces pays, et ces enfants-là, dans 6 ans, ou bien dans 4 ans, ils doivent aller à la maternelle, dans 6 ans, ils doivent aller à l'école primaire. Alors, l'État doit déjà prévoir ça. Prévoir, c'est-à-dire prévoir. On aura besoin de combien d'écoles, on aura besoin de combien d'enseignants, on aura besoin de combien de manuels, on aura besoin de quoi pour que ces enfants-là puissent étudier dans de bonnes conditions. Alors, quel sera le salaire des enseignants de l'école maternelle, de l'école primaire, du secondaire? L'État doit prévoir tout ça. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas une surprise, parce que l'État sait que pour qu'on ait des bons citoyens, pour qu'on ait une population éduquée, il faut des moyens. Et c'est l'État qui doit disposer de ça. Donc, un État fort prévoit tout. Ensemble, nous allons prendre un cas pratique de l'apprentissage et de la formation des anciens Kuluna. Des anciens Kuluna à Kanyama, Kasese. Une délégation des anciens Kuluna était arrivée depuis le jeudi 14 septembre 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour une formation en tant que conducteur de train machiniste pour le compte du service national. Rappelons que le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik avait présenté les objectifs de la formation des anciens Kuluna, aujourd'hui appelés bâtisseurs, en 3 points, à savoir la discipline, la formation et la réinsertion de ces jeunes dans la société. D'ailleurs, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a félicité le responsable du service national, le général Kasongo Kabwik, pour le travail réalisé. Professeur Simkilo Chokabale, qu'est-ce que vous pensez du travail réalisé par les anciens Kuluna à Kanyama Kasese? Bon, c'est bien qu'on ait pensé à la réinsertion de ces jeunes Kuluna. Quand on parle de Kuluna, on voit les assassins, des jeunes qui s'impliquaient dans des tueries, qui tuaient, qui blessaient les gens, hein, par des coups de machette. Bon, c'était désastreux, c'était malheureux de voir ça. Et quand l'État a pris des dispositions pour les insérer dans la société plus valablement, c'est bien. Mais est-ce que tous les enfants doivent passer par le service Kuluna d'abord pour être formés? Non, non, non. C'est bien, mais on souhaiterait éviter ça. Donc, avant que ces enfants n'aient des vies, on pouvait déjà voir comment éviter, comment préparer ces enfants-là dès les bas âges à devenir responsables. Hein, on devait avoir une éducation morale, une éducation religieuse forte qui montre aux enfants que tuer n'est pas bon, voler n'est pas bon, ravir, hein, faire du banditisme, donc devenir bandit dans la société, ce n'est pas bien. On allait éviter tout ça. Bon, on a eu une classe de Kuluna,
Mais il y en a encore. Il y en a encore à la cité. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Bon, comme on a déjà pris des bonnes initiatives, qu'on continue à les faire. Sinon, tous les Koulouna qui sont restés risquent de se venger parce qu'ils vont dire, mais écoutez, vous avez privilégié seulement le premier groupe alors que nous sommes encore nombreux. Alors, pour éviter tout ça, le gouvernement congolais, parce que nous parlons du Congo, doit prévoir. Notre système éducatif doit prévoir. Donc, avoir une formation morale et religieuse de base solide pour que l'enfant puisse se dire non, moi je ne peux pas accepter que quelqu'un meure à cause de moi, que quelqu'un ait une blessure à cause de moi, hein, et que les enfants aient la phobie du sang depuis la naissance jusqu'à un certain âge. Et quand ils vont grandir, ils ne vont pas prendre des machettes pour tuer. Bon, ceux qui sont passés par cela pour avoir du travail, pour avoir une formation, bon, ça c'est eux, c'est bien qu'ils aient cette formation-là. Mais nous voulons voir, au-delà de ça, nous voulons voir, en dehors de ça, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour que tous les jeunes Congolais aient du travail, aient un avenir et une formation qui peut les amener à devenir plus responsables. Parce que si on a sur 100 jeunes, si on a même un seul raté, c'est déjà beaucoup. Alors si on en compte une vingtaine, une centaine, c'est déjà horrible, c'est horrible. Donc on félicite les gouvernements pour avoir essayé de réintégrer ces jeunes dans la société. On souhaiterait bien que le gouvernement continue avec les mêmes initiatives et que le gouvernement aille même plus loin, en évitant ça, leur dire que, écoutez, si les Koulouna sont devenus, je ne sais pas, conducteurs des trains ou bien ils ont eu telle responsabilité, vous n'avez pas une obligation de passer par là. Oui, vous n'avez pas cette obligation-là. Sans salir vos mains, sans salir votre conscience, voici, après votre formation, ce que vous pouvez faire pour devenir utile à votre pays. C'est le civisme, c'est l'éducation. Et c'est ce que nous devons d'abord imprimer dans la mémoire de nos enfants à partir de l'école primaire, à partir du secondaire, à partir de l'université. Savoir que j'ai une obligation de devenir utile à ma société. Peut-on répercuter ce modèle dans d'autres structures pour jeunes en RDC? C'est possible. Si on a réussi à le faire, juste pour, à partir de cet échantillon-là, si on a essayé de le faire, mais on peut le faire. Dans tous les secteurs, on a besoin des jeunes. On a besoin des jeunes. La jeunesse est une force d'une nation. Et une jeunesse mal éduquée, une jeunesse mal élevée, mais elle est dangereuse pour le pays. C'est une bombe à retardement. Alors, il faut voir le besoin des jeunes, il faut recenser ces jeunes-là, connaître leurs aspirations, connaître leurs ambitions et aussi leurs talents. Ne pas les mépriser, et les estimer convenablement et leur montrer même que non, écoutez, vous avez du talent, vous avez de la force, vous avez de l'énergie, vous êtes encore jeune, vous pouvez être utile à la société. Et on a besoin de votre formation, on a besoin de votre savoir-faire dans le développement de notre pays. Alors, les jeunes peuvent être utiles dans le commerce, peuvent être utiles dans l'agronomie, ils peuvent être utiles dans la mécanique, dans tous les secteurs. Et qui doivent faire ça? Ce sont les adultes. Et heureusement, au pays, nous avons déjà des centres de formation. Nous avons l'INPP qui forme les jeunes. Il faut qu'on accélère des formations pareilles. Il faut qu'on motive ces jeunes à apprendre. Et à apprendre non seulement les connaissances ordinaires, mais apprendre à vivre, apprendre à être utile à sa société.
être utile à soi-même, être utile à sa famille, être utile même aux amis. Si nous apprenons aux jeunes cela, si nous leur donnons des moyens, mais nous serons contents. Mais si nous ne le faisons pas, comme nous ne sommes pas en train de faire tout ce qu'ils veulent, mais demain après-demain, le soir, nous allons les rencontrer sur notre chemin de retour. Ils vont nous ravir, ils vont nous dépiller tout ce que nous avons. Et là, nous allons pleurer, nous allons pleurnicher, nous allons nous plaindre, mais c'est nous qui les avons mal préparés à ça. Donc, nous tous, nous sommes responsables, pas seulement les parents, pas seulement les enseignants, mais tout le monde devait se sentir responsable et devait se sentir formateur ou quelqu'un qui peut initier les jeunes à devenir plus utile à la nation. Un rôle très important parce que l'enfant, bien qu'il soit un enfant du pays, de la nation, il est d'abord un enfant de la famille. Cet enfant est issu d'une famille. Et la famille qui a fait que cet enfant soit mis au monde doit normalement jouer un rôle. Le premier rôle, c'est d'abord assurer l'éducation des bases. Le deuxième rôle, c'est d'amener cet enfant à l'école. Et puis aussi, pourvoir aux besoins de cet enfant. C'est-à-dire payer les frais scolaires, chercher l'uniforme, éduquer l'enfant, soigner l'enfant. Quand l'enfant est malade, les parents doivent subvenir aux besoins de l'enfant, doivent l'amener à l'hôpital, ils doivent lui acheter ceci ou cela. Ça, c'est les rôles de la famille. La famille ne peut pas demander à l'État de venir acheter les comprimés chaque fois que l'enfant est malade, ou encore acheter le stylo chaque fois que l'enfant veut écrire ceci ou cela. Mais la famille dans laquelle l'enfant est issu est au courant de ça et doit prévoir, doit prévenir les moyens et aider l'enfant à se munir de tout l'essentiel dès le bas âge. Donc la famille a un rôle. La famille sait que plus nous avons des enfants nés de bonnes familles, des enfants élevés dans de bonnes conditions dans leur famille, plus nous avons une bonne société. Et donc la famille ne peut pas croiser les bras, dire que non, l'État va tout faire. Non. L'État, c'est une notion, c'est un concept parfois vide de sens, parce que l'État, c'est qui? Tout le monde, c'est l'État. Or, la famille, on a la famille telle qui a un nom, on a la famille telle qui a un appartement, une maison, une cabane ou une case. On peut identifier une famille, mais amener une responsabilité ou bien arriver à identifier l'État, c'est qui? C'est compliqué. Donc, la famille qu'on peut identifier, la famille à laquelle appartient un tel enfant, un tel autre, a un rôle à jouer dans son éducation, dans sa formation et même dans sa vie. Passons maintenant à ce nouveau point, les enseignants de qualité pour un apprentissage et une formation de qualité. Professeur Simkilo Chokabale, comment avoir des enseignants de qualité? Nous avons des enseignants de qualité. En RDC, nous avons des enseignants de qualité parce que nous qui parlons, nous avons été formés ici en RDC. Nous avons des bons enseignants, nous avons des bonnes écoles, nous avons des bons manuels scolaires, nous avons des bons programmes. Il faut continuer à avoir ces gens-là, mais pour les avoir, il faut les payer convenablement. Quand les enseignants sont en grève à tout moment, ne croyez pas qu'ils vont vous rendre mon service. Ne croyez pas qu'ils vont vous rendre mon service. L'enseignant se plaint pour son salaire 2-3 jours, les 4e jour, mais il se venge. Et quand il se venge, il vous rend un mauvais service. C'est comme nos Chinois. Les Chinois viennent, ils vous donnent un service de qualité. Ils vous disent, je peux vous fabriquer ceci ou cela si vous me payez autant. Alors quand vous vous plaignez, vous dites non, réduisons le prix, réduisons cela, il va dire ça va. Au lieu de 500, donnez 200. Et vraiment, ils vont vous produire un travail de la qualité de 200. Vous n'avez pas voulu de 500, il va vous donner de 200. Quand vous dites non, est-ce qu'on ne peut pas aller à 100, il va dire même à 100, je vais vous rendre le même service. Mais le service de 100.
Et dans l'enseignement, c'est pareil. L'enseignant se plaint, l'enseignant veut avoir autant. Vous dites non, au lieu de 500, je donne 300. Ou je donne 200. L'enseignant va accepter. Tout ce que vous allez tendre, il va accepter. Il va dire, bon, moi je ne vais pas aller en grève, je ne vais pas aller sous la rue, me faire tuer bêtement, mais je rends ce service de 200 ou de 100. Alors pour éviter ça, il faut donner à l'enseignant ce qu'il demande. Il faut le mettre dans de bonnes conditions. Nous avons des bons enseignants. Nous avons des bonnes institutions universitaires qui forment des enseignants de qualité. Il faut le voir quand on les voit travailler avec une bonne conscience au pays, ou bien quand ils vont travailler ailleurs, ils sont appréciés. Mais pour maintenir cette appréciation-là, il faut payer ces enseignants très bien. Il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire, il faut leur donner un bon salaire, il faut leur donner le logement convenable. Et là, ils vont nous rendre un service de qualité. Quels sont les moyens à disponibiliser pour un apprentissage et formation de qualité? Il faut commencer d'abord par l'enseignant. L'enseignant, ce qu'on appelle les sociales. Les sociales de l'enseignant. Laisser l'enseignant travailler avec une bonne conscience dans un bon environnement social qu'il lui faut. Et après, bon, il faut chercher des bonnes écoles, des bons livres, une bonne bibliothèque, un bon environnement, et l'enseignant va vous rendre un bon service. Vous pouvez créer du miracle, vous pouvez construire 1000 écoles, 100 000 écoles, très agréables, si les enseignants qui doivent apprendre les matières dans ces écoles-là ne sont pas motivés, mais vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Mais ces enseignants-là, par contre, s'ils sont bien motivés, même sous les manguiers, ils vont vous rendre un bon service. Même sous les manguiers. Vous savez ça? Même sur les bancs, je ne sais pas, des troncs d'arbres, les enseignants peuvent toujours transmettre la matière convenablement si la conscience est bonne et quand ils savent qu'en faisant ceci, à la fin de mois, je ne souffrirai pas, ma famille ne souffrira pas, mais l'enseignant va bien enseigner. Donc, commencez par l'enseignant et tout le reste viendra des sources. Professeur Sim, pouvez-vous nous partager votre expérience dans l'enseignement universitaire? Moi, j'enseigne. Je peux dire que je l'ai fait avec une bonne conscience. Même s'il y a des frustrations à gauche et à droite, je m'efforce quand même de transmettre ce que j'ai appris aux jeunes générations. Et je peux dire que si nous tous nous continuons comme cela, parce que je vois des collègues qui, c'est pour moi aussi, qui se donnent corps et âme pour transmettre les matières, c'est déjà bien. Une expérience, c'est que je ne regrette pas de voir mes étudiants eux aussi transmettre des connaissances. Je ne regrette pas de voir mes étudiants qui se débrouillent très bien, tant bien que mal, à la cité ou bien dans tel service. Et c'est déjà bien. Quand je suis à tel endroit, je vois quelqu'un qui me dit, mais oh professeur, c'est vous qui m'avez enseigné tel cours. Voici maintenant ce que je fais. Mais je me sens quand même content, je me sens fier de ça. Demain après-demain, je suis peut-être dans un bureau ou bien à tel endroit. Et puis on me dit, non, mais messieurs, venez un peu, on vous appelle ici. Et quand je viens, on me dit, non, non, c'est votre ancien étudiant qui est là. Mais ça me réjouit. Donc, un enseignant est fier de voir sa progéniture intellectuelle émerger. Il est très content de voir ses produits produire aussi demain après-demain. C'est ça la fierté, c'est ça mon expérience, c'est que je n'ai jamais regretté avoir formé les Congolais ou bien les étudiants qui viennent d'ailleurs. J'ai toujours été fier de les voir aussi prendre la crème, de les voir aussi émerger, de les voir s'engager dans ceci ou de cela pour les progrès de notre société. Pour ceux qui arrivent pour une toute première fois en République démocratique du Congo, où peuvent-ils retrouver les adresses de la librairie SIM, Livre pour le Grand Lac, en République démocratique du Congo? La librairie
librairie Sim Livre pour le Grand Lac est située à 3 endroits en RDC. Nous sommes d'abord à Bukavu, en face de l'Institut El Fadjiri. Nous sommes aussi sur le boulevard du 30 juin. Là, nous sommes à Kinshasa. C'est à quelques mètres de la Régie des Eaux. Quand vous quittez la Régie des Eaux, vous prenez la 4e parcelle en allant vers la gare centrale. Nous sommes là. Et aussi sur Tombalbaye, en face de la banque TMD, juste à côté de la mairie, nous sommes là. Nous sommes une grande maison de livres. Nous disposons de plus de 11 millions d'ouvrages, de volumes dans nos rayons et dans nos dépôts. C'est que notre objectif, comme je le disais, c'est de transmettre les matières, non seulement en classe, mais aussi faciliter à tous nos collègues, à tous nos amis, à tous nos élèves, à tous nos étudiants, l'accès aux livres. C'est ça l'objectif de la librairie. Et ceux qui savent bien, qui entrent souvent dans notre librairie, ils savent qu'ils ne rentrent pas déçus parce que les livres sont là. Vous avez vu, ici nous sommes au rayon des manuels scolaires. Tout ça nous avons, les livres d'histoire, les livres d'anglais, les livres de l'initiation à l'informatique, vous les avez ici. Ici, il y a le livre sur la documentation officielle ou commerciale. Alors, nous avons des livres de technologie. Nous avons des livres de mathématiques. Pas seulement ça, vous avez les livres sur la fiscalité. Il y a des romans comme le roman de Zamenga, le roman de Pichibanda. Toute la série que vous voyez ici, ce sont des manuels scolaires, mais ici en bas, vous avez les romans de la littérature francophone, littérature anglaise, vous avez les romans de la littérature francophone, des pièces de théâtre, des poésies. Ici, c'est réservé aux manuels scolaires du primaire, du secondaire, de la maternelle. Et si vous allez plus loin, vous allez trouver, nous avons des livres de didactique, nous avons les livres d'économie, de communication, les livres de management, les livres d'économie, j'ai déjà dit ça. Vous avez les livres de développement personnel, les livres de médecine, de droit, les livres de jeunesse. Il y a autant de livres que vous voulez. Donc nous invitons tous ceux qui veulent venir voir ce que je suis en train de dire ici, palper les livres, toucher aux livres, sentir l'odeur du livre, comment le livre est attrayant, mais qu'ils viennent à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Pour ce, les bonnes choses ne durent pas. Un dernier mot pour mettre un terme à cet entretien exclusif que vous avez accordé à notre équipe à Kinshasa et ici aux États-Unis d'Amérique. Le dernier mot est simple. C'est que nous tous, nous devons contribuer à la formation de nos jeunes Congolais. Nous tous, nous sommes impliqués. L'enseignant joue son rôle, mais les parents doivent jouer aussi son rôle. Quand les parents jouent son rôle, les pasteurs, je ne sais pas, les prédicateurs, tous ceux qui enseignent en utilisant la Bible doivent le faire correctement. Donc, inculquer la morale chrétienne à nos compatriotes. Et puis, maintenant, l'État a un rôle à jouer, un rôle très important. Allouer le budget qu'il faut à l'éducation. On comprend, on est en guerre, on est en ceci, on est en cela, mais l'éducation, plus vous éduquez la nation, plus vous évitez même la guerre. Parce que, vous savez bien, en ouvrant une école, vous fermez 15 prisons. En ouvrant une école, même une école maternelle, vous fermez directement 15 prisons. Quand vous allez ouvrir 2 écoles, vous allez fermer 30 prisons, et ainsi de suite. Mais si les enfants qui devaient étudier n'étudient pas, vous allez les trouver dans la rue. Demain, vous allez les trouver le soir dans les quartiers en train de tuer des gens. Et vous allez ouvrir combien de prisons? Autant de prisons. Donc, l'État a toute son obligation d'amener ses enfants à l'école,
s'il faut même des forcer à certains endroits, les parents amener les enfants à l'école, l'État peut le faire. On chicotait les parents. Hein, on forçait les parents pendant la période coloniale à amener les enfants à l'école. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Même les parents ont déjà pris conscience de la formation de leurs enfants. Alors, profitons de l'occasion, que l'État profite de l'occasion pour amener, c'est son obligation. C'est son obligation. Ce n'est pas une obligation des communautés chrétiennes ou bien religieuses à ouvrir des écoles. Non, ce n'est pas ça leur mission. Et ce n'est pas leur mission principale. Leur mission principale, c'est éduquer d'une manière religieuse les gens. D'amener les parents à comprendre l'importance de l'école et aussi de promouvoir l'action éducatrice de toute la nation. Le professeur Simkilo Chokabale, qui a accepté cette équipe de la librairie Sim, Livre pour le Grand Lac, et surtout un grand merci qui ont assuré cette communication via la magie de l'Internet. De partout, vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.